Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Quand je lui dis mes parents sont pas mes parents, je veux quitter ce monde, voilà, moi je voulais mourir. Je voulais mourir, mais pas mourir en disant pour faire de la peine. Mourir parce qu'en fait, les gars, là-haut on s'est trompé. C'est ça. Je suis pas arrivé dans la bonne mission. C'est pas grave, vous avez droit à l'erreur, vous aussi. Et je remonte. En fait, non, c'était pas ça. Il fallait que je reste là. Merci d'être avec nous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle rencontre qu'on a le plaisir de vous proposer aujourd'hui. Je sais qu'elle va être commentée, j'espère qu'elle sera partagée évidemment, mais toujours des commentaires avec bienveillance, hein, c'est essentiel. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mathias Barthès qui est installé sur les canapés. Mathias, bonjour. Bonjour. Avec ce sourire qui est toujours, voilà, c'est ce que j'appelle les sourires d'Enivite, donc vous avez un joli sourire. Merci. Bon, merci d'être là, je suis content de vous recevoir parce que on m'a dit, tu vas recevoir un phénomène. Ah bon? Ouais. Est-ce que vous vous considérez comme un phénomène? Je me considère comme différent. Ma mère l'a de suite vu dès que je suis arrivé sur Terre par les différents discours que je pouvais tenir. Ma différence de par ma gémellité également. Ouais. Donc j'ai toujours été un phénomène différent des autres. Après, je me considère avant tout comme moi-même, quoi. Le plus important, c'est d'être soi-même, je pense. Je cherche pas à ressembler à qui que ce soit. Je cherche à être moi, ancré, en écoute avec ce que je suis, ma connexion, ma profondeur, et si les autres me jugent de phénomène. En tout cas, vous êtes un phénomène de maturité. Parce que vous êtes jeune. J'ai 23 ans. 23 une semaine, ouais. Ouais, bravo. Et bon anniversaire avec un peu de retard. Mais je trouve que vous avez quand même une maturité de quelqu'un qui fait face aujourd'hui, qui accepte de mettre en avant les facultés qu'on va évoquer dans quelques instants, qui sont aussi parfois des facultés qui sont controversées, aussi, de temps en temps, surtout par certains médias, par exemple, ou certaines émissions. Ici, vous êtes toujours le bienvenu parce que, évidemment, c'est un sujet qu'on aborde très régulièrement quand on parle de clairaudience, de clairvoyance, de clairsentence et autres médiumnités. Mais à 22 ans, 23 ans, oser être en lumière comme vous le faites aujourd'hui, c'est une belle forme de maturité. Merci. Et vous assumez ça? J'assume ça. Et vous le désiriez, ça, vraiment? Alors, c'est drôle parce que tout petit, je savais que j'allais être connu. Donc, je me disais... Alors, tout petit, je voulais faire du cirque, hein, parce que je m'imaginais dans un cirque avec justement des projecteurs sur moi, avec un public autour. Et j'imaginais faire du cirque. Ensuite, vers mes 8-9 ans, j'ai voulu faire du cinéma. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre, etc. Et je me disais, mais... La télé, c'est fait pour moi. Le visuel, c'est fait pour moi. Sans savoir vraiment quoi. Donc, je faisais des castings, mais à chaque fois, ça échouait. J'arrivais aux dernières étapes du casting, puis on me dit non, finalement, c'est pas le moment. Et je me dis, mais pourquoi je suis vraiment fait au final? Alors, j'avais conscience de mes dons et de ma médiumnité, mais comment le mettre vraiment en avant? Je me disais, mais c'est un sujet qui n'est pas considéré, comme vous le dites, qui n'est pas écouté, qui n'est pas entendu. J'ai pas envie non plus d'être la risée, d'être celui qui catégorisé de bizarre ou de chelou, chose que j'estime ne pas être du tout. Ou d'en faire un business. Ou d'en faire un business aussi. Ouais. C'est souvent ce qui est... c'est assez récurrent dans ce qu'on entend. Bon, peu importe, vous êtes là, on est ravis de vous accueillir et on va rentrer dans le vif du sujet avec votre parcours de vie. Aux éditions Fayard, il y a votre livre qui s'appelle L'expérience et découvrez la puissance de votre intuition et transformer votre vie. Sur la première de couverture, il n'y a pas le mot médium. Pourquoi, docteur? Faut demander à mon éditrice. Mais parce que vous n'avez pas envie d'être catalogué? Non, uniquement comme médium? Non, du tout. C'est alors, il y a un peu de ça, sûrement, dans le sens où le mot médium aujourd'hui, il est catégorisé dans plein de chemins. Moi, je prends le mot médium depuis l'origine de la source. Médium égale milieu. Donc, au milieu, canal, transmission, intermédiaire.
Donc le médium, il transmet dans la transmission. Mais le mot médium, c'est quoi? C'est le mot moderne de druide, de sorcier, de prêtre aussi. Certains prêtres égyptiens utilisaient beaucoup de magie. C'est ça le médium aujourd'hui. Après, bon, il a été devenu un mot très moderne, très marketing. S'il n'est pas sur la couve, c'est parce que bon, c'est le choix aussi de ma maison d'édition. Oui, bien sûr. Surtout pour attirer les personnes vers le mot intuition, parce que l'intuition est la porte à la médiumnité. Qu'on soit pas pris dans cet égrégore de la médiumnité quand on voit le mot médium en gros et qu'on dise ah non ça j'en veux pas, c'est du charlatanisme, c'est quelque chose qui n'est pas positif pour moi, j'en veux pas. Et au final on soit plutôt attiré vers le mot intuition. Et quand on rentre dans cet univers-là, en fait on a un autre regard de la médiumnité. Je vais apporter une nouvelle image de la médiumnité. Oui, c'est ça. Quand j'ai vu la couverture de livre, je me suis dit tiens, c'est un nouveau mentaliste. Je vous assure que je me suis dit ça. D'accord. Et je me suis dit tiens, bon alors l'expérience, voilà, les mentalistes, etc., etc. Et vous avez, il y a beaucoup de mentalistes qui essaient de faire comprendre que la médiumnité n'existe pas et que ça n'est que du mentalisme plus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pars du principe que bon, chacun détient sa propre vérité en fonction de son prisme. Quand je veux convaincre une personne, quand la personne veut absolument rester sur ses décisions, il faut la laisser dans ses décisions. Mais le mentalisme, ça dépend s'il y a un mentalisme direct ou indirect. S'il y a un mentalisme direct avec une personne en face de nous, oui, c'est une forme de télépathie. Moi, j'appelle ça plutôt la télépathie. Et vous en parlez de la télépathie dans le chapitre 2, ouais, j'explique ça. Ou alors, sinon, c'est aussi, il y a une forme de télépathie avec l'invisible, parce que la télépathie est le langage universel des multidimensions. Et c'est par là où on capte, on reçoit plein d'informations. Le mentalisme, après, eux, ils veulent toujours le rendre de manière très très scientifique, mais ils vont vite se rendre compte que ils arriveront à la croisée d'un chemin où ils pourront pas aller plus loin, ils devront nous laisser la porte ouverte. On a l'habitude. Mais c'est là où je dis à 23 ans, tenir le discours que vous tenez là, avec l'analyse que vous faites, moi je dis bravo, parce que c'est pas courant, et évidemment nous on en côtoie énormément des médiums et on en produit énormément un petit peu partout dans les pays francophones, et j'ai rarement vu effectivement une dimension comme celle que vous avez au travers de votre discours. Entre deux mondes, Entre cet espace que certains nomment l'invisible, les défunts, nos envolées, il est possible d'y recevoir des messages des signes, des images. et des visions. Entre deux mondes, Entre médiumnité et voyance, c'est ce voyage que nous vous proposons. lors d'une série de conférences exceptionnelles. Ce voyage unique entre deux mondes est à votre portée sur abctalk.fr. pour réserver vos places. On a vraiment hâte de partager De si belles émotions ensemble. entre deux mondes. Vous dites cette phrase: lorsque je suis né Mathias en conservant la conscience de mon incarnation précédente. Alors déjà là on pourrait s'arrêter sur cette demi-phrase en se disant waouh, what, j'étais apaisé à l'idée que j'allais faire quelque chose de mon existence. Incarnation précédente. Qui étiez-vous? Alors j'étais un homme veuf avec. Alors je me souviens des derniers instants de ma vie. Ok, D'accord, vous allez comprendre. Après, je vous mettrai si vous voulez dans la même situation. allez-y. Mais j'étais dans ma petite maison. Alors c'était tout en bois. Il y avait un feu de cheminée. Il y avait un fauteuil où je me basculais comme ça. Et je savais que la mort arrivait. C'était mes derniers instants de vie. Je savais que ma femme m'attendait de l'autre côté. Et je savais que je ne pouvais pas partir parce que je devais attendre ma fille, que ma fille vienne me voir. Voilà. Focus Ok. de beaucoup de personnes âgées d'ailleurs avant de partir. Vous avez une période, Vous avez une période temporelle? C'était j'ai pas la date. C'était il y a très longtemps. Je Ok. sais que c'était en Chine. D'accord. C'était vers les époques impériales de Chine, mais c'est il y a très longtemps. En tout cas, je sais que j'avais aussi toute une technique de magnétisme, de guérison par les plantes. J'avais quelque chose comme ça. Lorsque ma fille vient me voir, je meurs. Et je la vois pleurer. Et c'était une fille avec des longs cheveux noirs. Elle pleurait sur mon corps et moi, je me sentais hors de mon corps. Et puis ensuite, tout se passe très rapidement parce que c'est pas du tout la même dimension. Je suis appelé par une lumière, je monte dans différentes dimensions. J'ai conscience de tout ça, je monte dans différentes dimensions, une lumière, je prends conscience de tout, je passe différents plans. Et puis ensuite, on me dit, bon, il faut que tu reviennes sur Terre. Alors, je n'étais pas du tout d'accord pour revenir sur Terre. J'ai dit, j'ai pas le temps, clairement, de retourner sur Terre. Et ils m'ont dit, on a besoin de toi sur Terre parce que on a besoin de toi, tu dois
prôner une parole, transmettre différentes choses, écrire un livre, etc. Je le savais déjà depuis petit. Hein. Vous interrogez ma mère, elle dit oui, c'est vrai. Et je m'incarne. Je m'incarne, et là, la première chose qui arrive, c'est frustration. Frustration, pourquoi? Parce que bon, je vois qu'au final, je n'ai pas mes capacités, j'ai pas 80 ans, mais j'en ai zéro, quelques mois. Je ne peux pas parler, donc je regarde. D'ailleurs, on dit des enfants ont un regard très profond. Et j'avais ce regard profond de communication qui cherchait à me faire comprendre. Et aussi cette frustration de me dire, mais j'atterris sur Terre avec clairement des moldus, hein, des moldus qui ont une trentaine d'années, qui me parlent comme si j'avais conscience de rien, alors que j'ai conscience que je suis venu pour faire des choses. Mais là, je dois attendre la dimension temporelle de la Terre, c'est-à-dire attendre 15 à 20 ans avant de pouvoir être entendu et respecté. L'évolution normale. L'évolution normale. Donc très tôt, je suis dépressif, hein, je vous cache pas. Et à l'âge de mes 6 ans, je dis à ma mère me réprimande à un moment donné, et je lui dis, tu sais, à un moment donné, tu n'es pas ma mère. Elle me dit, ah bon, mais je suis qui alors? Je dis, je sais pas qui tu es, mais tu n'es pas ma mère, je suis une autre personne, et là je leur raconte ma vie d'avant. Et elle me dit, écris-le sur ton journal intime. Donc j'écris tout ça sur mon journal intime. Et je me souviens même à l'école, quand j'avais, pareil, 6-7 ans, j'avais un ami qui avait sa maman qui ressemblait à ma fille. Et j'étais persuadé que c'était elle. Je dis, mais c'est elle, c'est pas elle. Pourquoi elle me reconnaît pas? C'était pas elle, mais comme j'avais, en fait, plus je grandissais, malheureusement, plus ma mémoire devenait floue sur ma vie passée. C'est exactement comme si vous, là, vous partez, vous mourrez, et vous arrivez dans une autre vie en 2500, et vous dites, je comprends pas, j'étais avec un jeune médium. On était en train de discuter tranquillement. En train de discuter, là, je suis là. C'est incroyable. Lorsque vous avez conscience de ça, conscience de votre incarnation précédente, et de votre nouvelle vie, de votre réincarnation, vous avez un jumeau. Il est là? Dans mon ancienne vie? Lorsque vous arrivez au monde, évidemment, votre frère jumeau est là. Mon frère jumeau est là. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Ça, je l'ai compris plus tard. Mon frère et moi, on a toujours eu une profondeur et à la fois un conflit. Ok. Parce qu'on n'a pas du tout la même âme. Il a une âme d'une autre vibration, j'ai une âme d'une autre vibration. Il est pas médium? Si, il a des facultés psychiques et médiumniques, mais c'est pas pareil. Je sais pas, on n'appartient pas au même système solaire peut-être, mais on n'est pas sur la même dimension en tout cas. Okay. Et il y a plein de choses, ça vous allez comprendre parce qu'il y a pas mal de gens qui parlent de vie antérieure et des âmes sœurs et compagnie. Ouais. Et mon frère, je me heurtais à chaque fois dès qu'il s'imposait à moi, dès que c'était ma mère par exemple, mettez la table, je mettais la table, et mon frère c'était je vais à la douche. Et je dis mais comment il peut oser, et ça m'énerve au fond de moi qu'il ait ce côté dominant face à moi. Ouais. Et c'était à mes 15 ans, je fais lors d'une méditation, je vais aller voir mes vies antérieures, et la première vie antérieure où je bascule vraiment, je tombe, j'ai dormi 5 heures en fait dans la méditation, je me suis endormi, je suis parti dans une autre dimension, et j'étais noir, un homme black, j'étais un gladiateur, j'avais beaucoup de colère en moi, et je voulais absolument tuer. C'était marrant, je ressentais vraiment tout ça, je me voyais vraiment noir, et d'un coup je me retrouve sur un échafaud, à genoux, main derrière le dos, tête baissée, et il y a un homme en embonpoint, très costaud, avec une croix un peu croisade, avec une épée, et il veut me couper la tête. Et là, quand je me retourne, je vois dans la profondeur de regard votre frère, que c'est mon frère. Il était votre bourreau. Et en fait, il était mon bourreau. Et quand il a coupé cette tête, ma tête est tombée. Je retourne dans cet espace-temps, mais à mon corps physique. Et là, vu que mon corps physique de l'esclave et du gladiateur est mort, je me suis retrouvé comme ça, je me suis dit, waouh. Après, je me suis réveillé et la relation a complètement changé. J'avais compris l'origine, donc c'était un âme sœur, bon, âme sœur bourreau peut-être, mais un âme sœur. Et en fait, on s'est réincarné aussi pour s'entendre, pour que j'accepte qu'il puisse être dominant face à moi, et que lui, il accepte que je sois aussi dominant face à lui.
qu'on rentre dans une entente de jumeaux. Et j'avais mon professeur, mon fameux professeur que j'explique dans mon livre, Ouais. qui s'appelle Xavier. Et Xavier qui me disait, parfois mon frère et moi on se disputait face à lui, et il disait « Faites attention tous les deux, sinon vous finirez chez moi. » Si vous comprenez pas votre chemin. Mais alors du coup, il a fallu lui expliquer ça à votre frère. Oui. Ben lui, alors c'est marrant parce que quand je lui ai expliqué la situation, parce que c'est moi qui l'ai vécu, hein. Bien sûr. Il regarde, il a dit bah en même temps c'est normal, j'ai fait ce que tu méritais. Voilà. Lui il établit le juste. Il est resté focus. Mon frère s'appelle Victor, donc Ouais. Victor c'est victorieux, donc et c'est marrant parce que même ce prénom lui ressemble dans son âme de sa vie antérieure au final, avec sa victoire des croisades où il fallait qu'il établisse le juste. En tout cas, bon, vous vous entendez bien aujourd'hui. On s'entend très bien, on vit Bon, ensemble. Ouais, c'est ça, tout va bien. Il habite toujours le palier à côté. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et puis alors vraiment, on peut pas vous louper. Enfin, je veux dire, on voit bien que vous êtes vrais jumeaux, quoi. Ah, vous avez vu une photo? Bah, sur votre Insta, il y en a partout. Votre frère, il est omniprésent sur vos réseaux sociaux. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir à quel point vous parlez aussi facilement de cette conscience d'avoir eu des précédentes vies. Juste quand un enfant de 6 ans dit à ses parents, vous n'êtes pas mes parents, et la première chose qu'on a envie de vous dire, elle vous emmène chez le psy. J'y suis allé. Ben oui, c'est pour ça. Parce que là, c'est troublant quand même. Je suis allé chez le psy et j'atterris face à une moldue avec des ongles hyper longs. Elle me regardait comme ça, avec un regard. Elle avait quand même un regard assez profond. Et en fait, tout ce que je lui racontais, bon, elle comprenait pas. Évidemment, j'étais un enfant qui divaguait. Et quand je lui dis mes parents sont pas mes parents, je veux quitter ce monde. Voilà, moi je voulais mourir. Je voulais mourir, mais pas mourir en disant pour faire de la peine. Mourir parce qu'en fait, ben les gars, là-haut on s'est trompé. C'est ça. Je suis pas arrivé dans la bonne mission. C'est pas grave, vous avez droit à l'erreur, vous aussi. Ouais. Et je remonte. En fait, non, c'était pas ça. Il fallait que je reste là. Alors bon, quand je lui explique tout ça, la première chose qu'elle dit à ma mère, c'est faut qu'il arrête de regarder la télé. J'ai dit mais je peux pas raconter autant de détails sur du Moyen-Âge, sur quelque chose d'ancien, étant donné que je regardais pas la télé. Je regardais pas la télé, je vivais dans mon petit village, j'allais à l'école de mon petit village, je rentrais, je faisais mes devoirs et je jouais dans le bois en face, à faire la cabane, etc. Bien sûr, voilà, bien sûr, j'étais bien sûr. dans mon monde d'enfant. Bien sûr. Donc bon, ça reste comme ça, et quand même j'avais cette frustration et de suite cette colère que j'ai eue envers les psys quand même, où je me suis dit en fait je suis en souffrance, j'ai une connaissance de certaines choses, on ne me croit pas et ils ne me croiront pas. J'ai vu d'autres psys après et certains m'ont dit bon c'est vrai que ce que vous racontez c'est parlant, mais malheureusement c'est pas prouvé, ça ne peut pas être avéré. C'est pour ça quand on m'a demandé tu veux pas faire psy à la place de médium, j'ai dit hors des questions. J'ai dit non. J'ai dit j'ai conscience de certaines choses. J'ai aujourd'hui des enfants qui viennent me voir, des parents avec leurs enfants, ou des adultes qui ont qui sont à la recherche de cette quête, cette compréhension d'eux-mêmes. Le psy ne peut pas aller. Ne peut pas aller parce il faut avoir une connaissance beaucoup plus profonde dans d'autres dimensions, une connaissance de l'âme, une connaissance de l'univers, et une guérison aussi par auto-vibratoire. Enfin, il y a des plans qui sont pris en compte qui ne sont pas étudiés en psychologie. À quel moment vos parents acceptent votre médiumnité? Ils sont encore en train de l'accepter. Ah, c'est encore en cours. Ah bon, purée, réveillez-vous, monsieur, madame. Ils sont encore en train de l'accepter. Je dérangeais beaucoup. Enfant, je dérangeais parce que je disais des vérités. Voilà, à table, il y avait des amis de mes parents. Je pouvais balancer des vérités. J'avais ce côté sans filtre. Hein. C'est ça. Je disais certaines choses, ça dérangeait. Et en fait, à la fin, je me trompais jamais. Donc, j'avais souvent juste et souvent raison. Et le plus compliqué, moi, dans mon enfance, c'est d'avoir une connaissance, j'ai envie de dire, innée, hein, de l'évolution de la Terre, de comment ça fonctionne, de l'humanoïde en son sens propre. Certaines personnes me disent t'as une vieille âme, c'est pour ça que t'as cette connaissance, sûrement.
Mais c'est en fait de voir étant enfant des adultes qui eux sont complètement paumés sur leur chemin de vie, sur leur mission, et moi de les voir et de me dire je veux surtout pas être comme ça quoi. Parce que là je me retape encore une incarnation pour repartir sur 15 ans de galère quoi. C'est ça. Et quand on dit une vieille âme, ça sous-entend que il y aura peut-être pas d'autres incarnations derrière. Je suis au service de la pensez ça? source. Ouais. Donc je pars du principe que s'ils veulent m'envoyer sur Terre, ils m'enverront sur Terre. Je deviens de plus en plus exigeant, je pense, sur le contrat. Pour revenir, je leur dis OK, à condition que j'ai ça, ça et ça. On va mettre des clauses. Mais alors ça aussi, c'est très intéressant de vous entendre, Mathias, parce que j'entends tout et son contraire là-dessus. Quand on parle d'incarnation ou de réincarnation, on dit que c'est l'âme qui choisit et qu'on n'impose pas et qu'on a un libre arbitre là-haut. Certains médiums disent ça. Visiblement, vous dites on me l'a imposé. Donc libre arbitre ou pas libre arbitre? On me l'a pas imposé. On me l'a proposé. Okay. On a besoin de toi, comme on proposerait à un Premier ministre de prendre la place de Premier ministre. Il est à Matignon, d'abord à l'Élysée, il réfléchit avec le président, et le président convainc. Bah, c'est un peu pareil, en fait, dans les autres plans. C'est-à-dire qu'il y a notre équipe invisible, plusieurs hiérarchies qui nous disent, bon, là, il faut impérativement que tu ailles sur Terre, on a besoin de toi pour ça, ça et ça. Après, s'ils nous ont choisis, ils ont une connaissance là-haut, ils savent qu'on est fait pour ça. Donc, mais j'y suis allé un peu reculons, mais j'avais quand même, je savais ce que j'allais apporter, donc j'étais content de vouloir l'apporter. Et là, c'est en train de prendre cette dimension-là, donc je suis content. Une fois, j'ai vu une voyante, j'avais 13 ans, elle m'a dit, vers vos 18 ans, ça y est. Tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre, vous allez enfin rentrer dans votre plan. Je sais pas, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Oui, alors parce qu'avant 18 ans, quand même, il y a le tarot de Marseille, vous découvrez ça. Et quand vous parliez juste avant, je sais pas si on l'a entendu, mais vous dites, je me suis mis à méditer, et vous êtes tout jeune, quoi. Vous avez 15 piges, grosso modo, et vous vous mettez à méditer, et c'est là où vous voyez effectivement votre frère, bourreau, etc., etc. Donc la méditation en tant que telle, ou encore la paralysie du sommeil que vous vivez quand vous avez 16 ans, par exemple. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui prouvent que vous avez vécu, ressenti dans votre chair, dans votre corps, dans votre âme, quelque chose de très concret, et que vous pouvez dire au monde adulte en disant, attendez, moi je vis ça, quoi. Il se passe un truc. Alors, c'est surtout que j'ai jamais vraiment cherché à vouloir le convaincre. Je pars du principe que moi, sans moi, c'est ma vérité, ce sont mes expériences. Le livre s'appelle aussi Expérience, ce sont mes expériences. Les adultes qui comprennent pas, bah, c'est tant pis pour vous, quoi. En fait, c'est plutôt dommage pour eux, parce qu'au final, ils sont dans leur matrice tridimensionnelle, leur esprit rationnel, vouloir ramener de l'argent à la maison, être hyper cadré. Mais moi, c'était autre chose que ce que je vivais. Après, effectivement, ces expériences que j'ai faites, je les ai faites parce qu'en fait, je voulais impérativement comprendre et me reconnecter à cette source. J'avais alors j'ai toujours cru en Dieu, au Christ. J'ai toujours eu ce lien étroit avec cette énergie-là divine. J'ai toujours su qu'il était là, qu'il me protégeait. Je l'entendais. J'entendais les autres dimensions me parler, ressentir leur présence. Et en fait, je me confiais à ça, vraiment avec cette notion de je suis seul. Vous m'avez envoyé là, je garde foi en vous, quoi. J'ai vraiment eu, et j'ai tissé ce lien avec l'invisible sur ça. Ouais, je garde vraiment foi en vous. Ouais. Je suis pas seul. Tout à fait. Je suis pas seul. Bon, par moment, je priais quand même à me dire, j'espère qu'un jour, une personne va venir me chercher, et va me dire, bon, voilà, parce que j'adorais Harry Potter, Je me suis dit, bon, j'espère qu'un jour la voiture va arriver devant ma fenêtre et je vais sauter et pouvoir partir sur Poudlard parce que là, j'en pouvais plus. C'est sûr. Elle arrivait jamais, Ouais. Et alors, est-ce que c'est vrai que vous avez appris à tirer les cartes dans un salon de thé? Un salon de thé, tout à fait. Alors, j'étais au lycée. Et, en fait, dès que je sortais du lycée, parce que j'ai vécu seul à partir de 16 ans, j'avais mon appartement à quelques rues du lycée. Et dès que je sortais, je passais par un salon de thé où la gérante du salon de thé, Julie, est devenue une très grande amie. Et pareil, elle était médium, elle a des dons, elle arrêtait pas de boire son thé, de me raconter sa vie. Et de l'autre côté, il y avait plein de gens qui venaient dans le salon de thé. Donc on les connaît, les salons de thé, toutes ces femmes qui viennent se déconnecter de leur mari qu'elles en peuvent plus, de leurs enfants, et aller boire leur jus détox en pensant que la vie va s'améliorer. C'est ça, oui, c'est vrai, on les connaît. vrai. Et moi j'arrivais là avec la réponse à leurs questions. Et donc on parlait de tout, quoi. Est-ce que le chien va se piquer? Est-ce que si? Est-ce que est-ce que je fais ça? Est-ce que le divorce va s'arranger? Ouais.
Et en fait, j'expérimentais. Donc c'était vraiment cette ambiance-là, les petites barres, les petites tables, et je tirais les cartes et j'expérimentais. Donc parfois je tombais sur du vrai, parfois non, mais en tout cas je pratiquais et j'expérimentais mon don et aussi je comprenais les lois du futur. Ouais. Parce dans le futur il y a des lois. Hein. Il y a tout qui n'est pas forcément régi parce que tout dépend aussi de notre instant présent et de nos choix et de nos réactions, de ce que nous décidons. Ouais. D'accord. De son libre arbitre. Alors, plusieurs fois, vous avez dit, quand vous parlez de votre médiumnité, vous parlez de dons. Là aussi, j'ai des tas de gens les médiums ou les voyantes et autres, qui s'installent ici et qui disent « Non, ça n'est pas un don. C'est une faculté, mais ça n'est pas un don. » Oui, on a tous le don de marcher, de courir, de dessiner. C'est pas faux. En fait, il y a différents mots. On peut utiliser tous les mots qu'on veut. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais. Bon, voilà, c'est pas un don où ce sont des facultés psychiques et extrasensorielles. Mais comme, effectivement, les médiums ont cette faculté de comprendre ces facultés psychiques, du coup, on maîtrise notre art. On appelle un art, on appelle un don. Peu importe. C'est du français, hein, là-haut ils s'en foutent. Hein. Ouais. Là-haut ils s'en foutent. Alors là-haut justement, vous parlez de notre équipe invisible. Qui est votre équipe invisible? La source? La source, elle change régulièrement. D'ailleurs là elle est en train de changer. Je comprends pas ce qu'ils font, mais elle est en train de changer. J'accueille. Alors ça pareil, moi j'ai évidemment des médiums, je reconnais. Hein. Bien sûr. J'ai eu des médiums qui nomment leur guide. Comme c'était un chien à côté, hein, ou un pote. Ou un pote, il s'appelle comme ça. Ouais. J'ai essayé à un moment donné, je disais c'est stylé de lui donner un nom. Il a pas du tout aimé. Hein, j'ai pas de nom. J'ai pas de nom et surtout ne me personnifie pas. Pourquoi? Parce qu'en fait ils sont énergie. Les êtres multidimensionnels sont énergie. J'ai vécu des expériences dingues. Hein. Une fois, je le raconte dans le chapitre 5, lorsque je m'allonge effectivement à cette paralysie du sommeil vers les 16 ans. Je me réveille, je ne peux pas bouger, j'ai juste mes yeux et je perçois autour de moi plein d'êtres multidimensionnels, très très grands, et ils ont uniquement un contour de lumière, avec des lumières différentes. J'ai du rose, du bleu, du vert, du jaune, il y a différentes couleurs. Ils travaillaient sur moi, je sais pas ce qu'ils faisaient, ils mettaient des trucs en moi. Bon, moi j'accueillais, de toute façon, je pars du principe que c'est la source, vous mettez une mise à jour, ok, c'est cool. Puis vous êtes en paralysie, hein. Voilà. Je suis un peu un iPhone en fait. On m'a envoyé, on m'a envoyé le 11 février 2002 et ensuite parfois on met des mises à jour, on met des différents iOS. Hein. C'est un peu ça. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médiums, honnêtement, ceux qui disent mon guide s'appelle un tel ou je lui ai demandé son nom et effectivement il m'a dit que, ça veut dire quoi? Il y a des guides qui n'aiment pas qu'on leur donne des noms et d'autres qui acceptent de donner leur nom? En fait, eux, ça les rassure pour leur aspect rationnel. Donc, le guide de l'autre côté, il dit, bon, je m'appelle comme ça. Mais la plupart des autres dimensions, elles sont dans d'autres univers. On est dans une autre dimension. Le nom, nous, on l'utilise pour notre esprit rationnel, pour nous nommer. Mais les animaux, ils s'appellent pas. Hein. Les animaux, ils sont télépathes, ils se reconnaissent par l'énergie. Ouais. Si nous, on serait plus dans la connexion de notre énergie, on se ressentirait par énergie, par autre chose. On a besoin de tout nommer pour rassurer notre esprit rationnel. Donc, certains médiums qui nomment leur guide. Oui, mais et qui nomment leur guide parce que leur guide leur donne le nom. Ou parce qu'ils leur donnent le nom pour rassurer la personne. Ok. Donc ça, c'est ok. Et parfois, ils disent « Ah, j'ai un autre guide qui s'appelle un tel ». Non, c'est le même. C'est juste que ça change un autre nom pour passer, pour évoluer. Non, mais c'est là où c'est compliqué parfois, effectivement, de s'y retrouver. Et il y a toujours plusieurs discours. Et c'est bien qu'on entende différents sons de cloche. Alors, dans votre livre, l'expérience, évidemment, pour découvrir la puissance de votre intuition et transformer votre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous êtes, tout le monde l'est? Ils m'ont un peu envoyé pour ça. Hein. Pour propager, pour passer le message. Ouais, pour propager, pardon. C'est allez les gars, on s'éveille quoi. On arrête d'avoir peur et de se cacher derrière un système pour convenir à certaines normes, à certaines règles. On a tous des facultés, on est tous des êtres sacrés. On prend conscience de ce qu'on est. On s'aime, surtout ça passe par l'amour, hein, les facultés psychiques. Oui, alors l'amour c'est le omniprésent. Mot sort omniprésent dans mon bouquin. Ouais. C'est la base de tout. Bien sûr. Et ensuite, on transmet. Et ces facultés-là, on les a tous. Bon, alors,
Certains médiums disent, mais pas du tout, on n'est pas tous médiums, ça les énerve, ça les met en colère. C'est normal. C'est comme si demain Céline Dion a dit, mais tout le monde peut avoir ma voix. Bon, ok. Il y a du travail, c'est logique. Il y a du travail, il y en a certains qui viennent avec plus de facilité, mais c'est comme tout. Il y en a certains qui sont beaucoup plus rapides pour lire, d'autres pour écrire, d'autres pour parler. On a tous des facultés qui nous sont propres, et c'est pour ça que dans le livre, j'explique différentes facultés psychiques, et on a des facultés qui nous sont propres. Moi, avant tout, je suis clair-empathe. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'aller ressentir Claudine aux États-Unis, je peux aller capter son état émotionnel si j'en ai envie, ou aller ressentir si quelqu'un est vivant ou mort. Enfin, je vais le ressentir dans une vibration par ma clair-empathie. Après, bon, il y a la clairvoyance, la clairaudience, il y a d'autres facultés psychiques. Il y en a qui se focus juste sur la clairaudience, d'autres sur la clairvoyance. Alors, je connaissais pas la clair-empathie. Bah, c'est pour ça que je l'ai mise dans mon livre. Ouais, oui. Et alors, quelle définition vous donneriez à la clair-empathie, justement? La clair-empathie, c'est ça aussi. C'est que on a été dans une société où avoir des émotions, c'est mal. Et on l'est toujours un petit peu. Celle qui pleurniche, elle énerve. Donc, on est dans une société où on est brimé de ses émotions, on n'a pas le droit de dire que ça va mal, et on se tait, pour pas déranger. Alors que avoir de l'empathie, donc c'est avoir des émotions, c'est la base. D'accord ? Quand on a une empathie, c'est ressentir l'autre. Le ressentir, savoir l'écouter, mais c'est aussi savoir se mettre à sa fréquence. Parce que si tous les humains sont empathes, mais si les humains ne seraient pas empathes, il n'y aurait pas de lien social en fait. Personne ne pourrait parler entre eux. La claire empathie, c'est au-dessus. Ça veut dire que je peux aller deviner ton état émotionnel dans le futur ou dans le passé. Deviner, ressentir, de manière claire. D'accord ? On peut aussi, par claire empathie, changer de dimension sur soi-même. Moi, parfois, je vais... Et ça, je fais vivre des expériences dans les différents coachings médiumniques que je fais avec mes consultants. Quand on travaille sur des problématiques sur eux-mêmes, je leur fais changer de dimension. Bon, allez, vous êtes dans 50 ans. Accueillez. Elle accueille l'énergie. Ah, je me sens mieux, je me sens comme ça, comme ça. On est tous clair-empathes. C'est juste qu'on nous l'a pas expliqué, en fait. Bien sûr. Clair-empathie. Et on peut tous aller ressentir. Moi, je mets 3 objets. Ça, c'est l'exercice des jeux de rôle. De la clair-empathie, d'ailleurs, chapitre 4, l'expérience 4. Je mets 4 objets. Les différents objets sont nommés d'une énergie. Et en fait, c'est quelle énergie m'attire le plus dans le futur. Si je suis le moi du futur. Enfin, et ça, en fait, ça prouve que tout est nommé, tout est déjà prédéfini dans un avenir, mais on le choisit depuis l'instant présent. Toujours pareil. La claire empathie, voilà, c'est ça. Donc, je l'ai écrit, mais je peux le pousser encore bien plus loin. Je me suis limité sur chaque chapitre. Chaque chapitre peut être un livre. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, il y a des exercices. À chaque fois, il y a des expériences qui permettent à chacun de le comprendre à son niveau, à son expérience, à lui. J'explique vraiment dans mon livre que le but, c'est pas que vous réussissiez du premier coup, parce qu'après, sinon, ils tombent victimes. C'est comme un exercice. S'ils se rendent compte qu'en fait, ils se trompent, ils vont tomber victimes. Vous allez vous tromper. Moi-même, je me suis trompé. Et parfois, je me trompe encore. Mais c'est la base de l'humain. Si l'humain ne se trompe pas, à quoi il sert sur Terre ? Et il est là pour évoluer. Vous vous trompez alors, de temps en temps. Ah, bien sûr. Ouais. Je me trompe pour tout. Pour plein de choses. Se tromper, c'est se remettre en question, c'est évoluer, c'est... Est-ce que de temps en temps, moi j'appelle ça les instances supérieures, et vous savez qu'on a un téléphone céleste qui est ici, et donc on a la ligne directe avec les instances, mais nous on a besoin d'un téléphone. Vous êtes dans la télépathie, donc vous les avez. Bon, non mais ce que vous appelez votre équipe invisible, est-ce que de temps en temps, on pourrait imaginer qu'il y a une espèce de réunion, vous êtes convoqués pour faire un bilan, alors t'en es où ? Est-ce que ça avance ? Est-ce que la mission qui t'incombe a un suivi correct? Est-ce qu'il vaudrait peut-être mieux que tu améliores ça? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer de Oui. ce que c'est vrai? Vous Bien êtes sûr. reconvoqué de temps en temps où on vous dit, dis donc. Soit on le fait de manière consciente, sur le biais d'une méditation, ou le plus souvent quand on dort. Quand on dort, en fait, parce que sinon pourquoi on dort? On dort pour que le corps se récupère, c'est ce que vont dire les scientifiques,
Mais il y a aussi l'âme fait autre chose. Hein. L'âme, on le voit, elle sort du corps physique, elle est toujours reliée par le cordon d'argent. L'âme peut partir, mais aussi, parfois, on fait certaines réunions. Ceux qui se réveillent et qui disent, c'est marrant, j'ai pas rêvé. Tu sais pas, peut-être que t'es en réunion, tu t'en rappelles pas. Hein. Mais parce qu'en fait, on n'est pas obligé de tout savoir. Moi, je pars du principe que je dois savoir ce que je dois savoir. Il y a plein de choses que je ne dois pas savoir. Et tant mieux, parce que si je sais certaines choses et que l'humanité n'est pas prête à l'entendre, et j'en souffrirai parce que je me sentirais rejeté, et eux ne comprendraient rien. Le but, c'est que j'évolue avec mon temps, avec ma génération aussi. Hein. Alors ça aussi, je suis obligé évidemment, et de temps en temps je vous pousse un peu comment dirais-je, je pousse un petit peu le bouchon, mais je me fais l'avocat du diable. J'ai entendu ça, des tas de gens qui m'ont dit, mais comment peut-on dire l'humanité n'est pas prête? Ça sous-entend, moi je sais, vous ne savez pas, moi je suis prêt, vous n'êtes pas prêt, et quand l'humanité sera prête, à ce moment-là, je vous dirai des choses et je vous dirai vos cas de vérité. Il y a beaucoup de gens qui interprètent ça en disant, mon Dieu, mais quelle prétention! C'est pour ça qu'ils me le disent pas. Ils me disent pas parce que... Et je cherche pas à savoir. Non mais vous dites parce que l'humanité n'est pas prête. Et parce que je suis pas prêt non plus. Je suis pas prêt, en fait, c'est à partir du moment où, là-haut, c'est eux qui estiment qu'on est tous prêts à recevoir une information, entre guillemets, les médiums ou les personnes aptes vont recevoir l'info et la transmettre. Et tout le monde sera prêt à l'accueillir. Vous voyez? Donc, oui, il y a plein de... Il y a certaines choses, déjà, hein, je raconte des choses sur les vies antérieures et compagnie. Bon, je suis pas le seul à le faire, donc c'est rassurant. Donc on est tous ensemble en train de le faire. Mais c'est sûr qu'à 60 ans, on n'en parlait pas du tout. Vous voyez? Donc pourquoi aujourd'hui? Parce que ça y est, tout le monde a reçu des informations, des plans subtils où les gens sont prêts à recevoir l'information. On y va goutte par goutte. Et pas assez vite, à votre avis? Ça évolue là quand même. Hein. Ouais. C'est de plus en plus vite. Absolument. Hein. Ouais, ça évolue de plus en plus vite. Ouais. Parce que c'est la nouvelle génération qui arrive. Une génération qui est bien plus à l'écoute de leur ressenti psychique, d'une foi aussi en l'invisible, à un futur. Ce sont d'ailleurs une génération qui est très créative. C'est pour ça que c'est pas une génération qui va faire comme à l'époque des années d'études. C'est une génération qui est le plus souvent à leur compte, qui veulent créer, qui veulent réussir. Donc il y a cette foi en invisible et en eux-mêmes aussi. Et vous pensez qu'on est à la fin d'un monde? À la fin d'un cycle. D'un système, ouais. D'un système, d'un cycle. La fin d'un monde, non, parce que le monde se reconstruit en permanence. Mais oui, à la fin d'un système, bien sûr. Et heureusement d'ailleurs, ça fait longtemps, parce que ça fait longtemps qu'on était dans ce truc de d'ego, de dualité, d'esprit rationnel, de pouvoir. Enfin, ça change là, ça change. Bon, ça change pas, c'est pas blanc ou noir. Ça change, ça devient gris, puis gris clair, etc., etc. Ouais. Ça évolue en tout cas. Et c'est vrai que quand on voit l'évolution de notre monde, on peut s'interroger. On peut être pessimiste aussi. On peut voir les choses, le verre à moitié plein, et le verre est bon. Mais on sent aussi, si on regarde évidemment le verre à moitié plein, on peut se dire que la nouvelle génération va sans doute permettre une ouverture et un éclaircissement des choses pour que ce soit un peu moins sombre. Parce que si on s'en réfère à d'abord notre éducation, la manière dont la société évolue, on se dit il n'y a pas de quoi être enthousiaste, quoi. Hein. Cette nouvelle génération, c'est simple, elle n'a pas peur d'agir parce qu'elle n'a pas peur d'être jugée. Et vous n'avez pas peur d'être jugé? Ah non. Et ça se sent, hein. Dans votre discours, c'est qui même me suive, j'en ai rien à secouer du reste. C'est ça. Non, mais c'est vrai, hein. Mais c'est ça. Mais c'est qu'il y en a tellement avant. Mais si on attend que d'être aimé pour être suivi, on va nulle part. Hein. Mais la visibilité, la lumière dont vous avez besoin, c'est aussi une façon de dire « aimez-moi ». La lumière est la conséquence de ce que je fais. Je pars vraiment de ce principe-là. Parce que moi, mon livre, il est arrivé par des synchronicités dingues et folles. Je suis pas allé toquer à la porte de Fayard, je vous en supplie, prenez-moi. C'est tombé sur moi. Mon cabinet, il est tombé sur moi. C'est-à-dire, moi, là-bas, je voulais faire des études de droit. Hein. Mais malheureusement, quand j'arrivais dans l'amphithéâtre, on me bouchait les oreilles dans l'invisible, je comprenais rien du tout. J'avais l'impression d'être en cours de latin, dans une langue que je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais c'est vraiment pas pour moi. Ouais. Et donc, j'étais obligé de me dire, il faut que... Et puis, dès que je rentrais des cours, je tirais les cartes. Donc, bon,
ok, je vais faire ça. Mais pour mon père, c'était pas, il fallait pas que je fasse ça. Pour ma mère, tu peux pas faire plutôt de la psycho. Et normal, parce que c'est pas un métier qui est reconnu au sens propre. Il n'y a pas d'études sur ça. Et donc, mais bon, quand j'ai fait un switch dans l'avenir, j'ai vu qu'en fait, ça sera ce que je fais est la voie du futur, en fait. Donc, bon, Waouh, parlez-nous de ce switch dans le futur. Alors, qu'est-ce que vous avez vu dans le futur? Alors, ça, c'est oui, j'en ai tous envie de savoir. Dans le futur, ben, tous les enfants, tous les adultes auront seront très intuitifs. Ça sera, j'ai eu un flash, prends pas ta voiture, prends plutôt un scooter, je sais pas, plutôt un scooter, j'en sais rien, des trucs comme ça. On en parlera de manière fluide. Ça sera pas, j'ai une intuition, mais je le dis pas, j'ai peur, je me tais. D'accord? Ça sera vraiment, ah non, j'ai vu ça et c'est cet art créatif. Mais c'est pour ça que cette nouvelle génération cartonne et on n'arrive pas à la comprendre. Bon, quand on voit cette nouvelle génération de youtubeurs qui prend le dessus sur certains journalistes, parce que ils ont cette fameuse énergie de j'avance, je crois en moi et j'attends pas à ce qu'on me suive, et une reconnaissance. La reconnaissance, je l'ai parce qu'ils l'auront quoi qu'il en coûte, parce qu'en fait, ils suivent leur chemin de vie. Vous voyez? Et ça, c'est votre philosophie. Ouais, j'ai ça, tout à fait. J'ai pas, à l'école, d'ailleurs, de nombreux professeurs, j'ai gardé certains liens avec des professeurs. Ils me disaient, mais toi, Mathias, en fait, tu venais en cours, t'écoutais, mais on voyait que on savait pas ce que tu faisais là, quoi. Bah, j'écoutais parce que pour pas avoir des heures d'absence, pour faire mon devoir de citoyen, quoi. Mais, alors, certains cours me plaisaient énormément, le français, l'histoire. Mais bon, après, tout ce qui était sciences, physique. Est-ce que vos parents vous ont dit que ils étaient fiers de vous? Oui. Oui, bien sûr. Bah, mes parents sont très fiers de moi parce qu'effectivement, j'ai ce truc où je crois en moi, déjà. Et j'avance avec force, avec courage. Avec cette quête d'un monde meilleur. C'est-à-dire, mon objectif, c'est quand je quitte la Terre, les humains sont heureux, quoi. C'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est pas de quitter la Terre en étant milliardaire. Hein. C'est de quitter la Terre en voyant les humains heureux. Bon, c'est bon, j'ai fait mon job. Vous voyez? Quand vous dites, c'est intéressant, parce que quand vous dites effectivement que votre objectif, c'est pas de quitter la Terre en étant milliardaire, le rapport à l'argent, quand on parle de spiritualité et de médiumnité, il est souvent présent. Et il y a beaucoup de gens qui s'insurgent en disant, en voyant des tarifs de certains de vos confrères ou consoeurs, qui des tarifs complètement exorbitants, enfin, que certains pensent voir les choses de manière exorbitante. Le fait d'avoir la médiatisation que vous avez aujourd'hui, le fait d'avoir écrit un bouquin, le fait sans doute demain de faire de la télé ou des conférences ou des choses comme ça va vous donner une dimension médiatique importante. Et ça vous donne déjà une dimension médiatique importante. Quel est le rapport à l'argent que vous avez quand on parle de spiritualité et quand on parle de médiumnité? L'argent est une énergie. Ça, c'est un don. Ça, c'est la réponse cliché. C'est un don. C'est-à-dire que moi, effectivement, je suis dans le premier arrondissement de Paris. Si je fais une voyance à 20 €, si la nana, elle sort de chez moi, elle va s'acheter une ceinture Hermès à 500 €, elle a rien entendu à ce que je lui ai dit. C'est tout. Donc je dois avoir certains tarifs. J'ai commencé gratuit. Hein. J'ai commencé gratuit, après j'étais à 20 €, 50 €, 60 €, 70 €. Après, j'arrive à Paris, j'étais à 100 €. On venait me voir comme si on m'écoutait pas. En fait, la notion de l'argent donne une valeur à ce qu'on fait. L'humain fonctionne comme ça, donc il faut s'adapter à l'humain. Hein. Donc ça veut dire plus c'est cher, plus Ah ben, je vous assure, il nous écoute. Hein. Il nous écoute vraiment. C'est dingue. C'est vrai? Bien sûr. Quel est le quand j'offre des séances, je le vois aussi quand c'est une séance qui a été offerte à la personne. Ouais. Elle écoute pas la personne. Elle est comme ça, jambes croisées, elle pense à autre chose. Ah bon, d'accord, elle rigole. Quand c'est son propre argent, je vous assure, elle investit dans la séance. Et c'est plaisant. C'est plaisant. Et c'est aussi une reconnaissance. Et puis c'est fatigant. C'est un métier qui est fatigant. Et puis si on va avoir aussi cette notion que le médium puisse en vivre et être reconnu dans la société, pour qu'il soit reconnu dans la société, il faut que le médium aussi, il puisse avoir un certain standing. Pour avoir un certain standing, il faut qu'il puisse avoir les moyens de sacher ce qu'il veut. Donc, et c'est un métier.
c'est une notion. Moi, j'ai cette notion d'argent qui n'est pas l'américaine, hein, qui est pas du tout basée sur le système français. Mais bon, un chirurgien le paye. C'est un chirurgien, certes. Alors on va dire, il a fait ses études. Bah nous, on a une connaissance autre. On prend un psychologue, on le paye. Il y a des psychologues qui sont aussi très chers. Un footballeur aussi. Un footballeur, il tape dans un ballon, il prend des millions d'euros. Vous voyez? Moi, Quel est le prix de votre consultation? Le prix de ma consultation, elle est entre 160 et 200. Ok. Et vous n'êtes pas le plus cher. Mais vous savez que j'ai tous les jours des personnes qui me disent que je suis pas assez cher. C'est dingue, hein? Parce que j'ai une clientèle haute, j'ai une clientèle qui a énormément les moyens, et j'ai une clientèle qui me dit mais Mathias, vous êtes pas cher. Mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai mis un système de parce que j'ai de longs mois d'attente. Voilà, et je peux pas prendre les gens plus rapidement parce que vraiment je fais 3 séances par jour et c'est très fatigant. Et par moment, je prends le week-end. Et je prends le week-end à des personnes qui ont vraiment besoin de réponses immédiates. J'étais pas pour, mais mon cabinet m'a dit c'est quand même nécessaire, il faut mettre le système de VIP. Moi, les tarifs, c'est mon cabinet qui choisit en fonction de tout le monde. Hein. Ok, en fonction des concurrents sur Paris aussi. Quand vous dites mon cabinet, c'est... Les personnes qui s'occupent de tout ça autour de moi, j'ai des personnes qui s'en occupent. Okay. Parce que à 22 ans, je peux pas canaliser, savoir comment ça marche, tout le système juridique, financier, et des plannings, tout ça. Donc, effectivement, ils m'ont dit, il faut mettre un tarif VIP. J'ai mis hors de question, ça veut dire qu'on m'achète pas. Celui qui a de l'argent peut passer avant tout le monde, etc. J'étais vraiment contre. Puis bon, j'ai dit, bon, ok. Effectivement, ça a été fait, ça a été mis. Bah, en fait, tout le monde s'est rué dessus. Tout le monde s'est rué dessus. Je dis, mais c'est dingue, en fait, alors que la séance, elle a 400 euros. Je dis, mais c'est dingue, tout le monde s'est rué dessus. Mais ça va être effectivement des statuts, certaines personnalités, ça va être des hommes politiques, des hommes d'affaires, qui ont besoin de réponses dans l'immédiat. Et qui en ont vraiment besoin. Donc, je me dis, bon, bah, ok, c'est dans une autre dimension. En fait, il n'y a pas de prix, hein. Vous savez, à l'époque... Le voyant, on lui donnait des poulets, mais quand c'était une princesse, elle lui donnait un louis d'or. Hein. Il n'y a pas de prix. C'est-à-dire que demain, je peux mettre un autre tarif. Je peux dire, si je dis, donnez-moi ce que vous voulez, oui, bien sûr. Ça peut être de 10 euros. À la personne qui n'a aucune notion, elle peut donner 1000 euros. Vous voyez, la notion d'argent dépend vraiment de chacun. Et est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui puissent être choqués par ça? Okay. Bien sûr. Il y a des gens qui peuvent être très choqués par ça. C'est pour ça que d'ailleurs, j'aime bien faire sur Instagram des voyances gratuites, répondre à des questions, ou en conférence. J'adore. Il y a plein de séances que j'offre de mon plein gré. En tout cas, merci de la franchise avec laquelle vous répondez, et notamment sur cette thématique de l'argent. Une chose, vous disiez qu'il y a effectivement des VIP qui viennent. Alors évidemment, il y a des chefs d'entreprise qui doivent se poser des questions, et on sait qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat en France est assez compliqué, donc il doit y avoir quelques chefs d'entreprise tourmentés qui ont besoin de votre éclairage, des hommes politiques aussi, et quand on voit le merdier dans lequel nous sommes en France, jusqu'aux plus hautes instances de l'État. Je sais bien qu'en posant cette question, je n'aurai pas de réponse. Et je ne peux pas divulguer de nom. Bien sûr, il y a le secret professionnel qui impose de ne pas vouloir dire les choses. Mais sans citer de nom, on peut bien dire. Sûr. Oui. Ce sont des êtres humains qui ont besoin d'être rassurés, qui ont aussi une intuition, mais ils ont tellement de pression, tellement de situations à choisir, que leur intuition leur fait défaut, et donc ils ont besoin d'avoir des personnes extérieures à elles, qui ne sont pas tourmentées par la pression médiatique. En tout cas, vous êtes mieux qu'un cabinet conseil, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a des cabinets conseils qui passent par moi, bien sûr. Mais c'est ça, c'est-à-dire que cette notion, je pense, cette nouvelle génération aussi de la médiumnité, on va prendre une place, le médium prend une place dans le futur qui va être la sienne. Mais en fait, elle a toujours été, en fait, cette place. C'est juste qu'on nous l'a enlevée, hein. On nous a décapités pendant un certain temps pour nous taire. Et brûlé en place publique. Et brûlé, en revanche, on écoutait le prêtre, ou l'évêque, ou le pape. Mais en vrai, l'évêque, le prêtre, ou le pape, il contrôle la magie, les arts occultes, et plein de connaissances sacrées, divines, spirituelles, et plein de choses.
Pourquoi on a assassiné... Beaucoup de personnes ne se posent pas la question, mais pourquoi on a tué les sorcières et pas les sorciers? On parle de la chasse aux sorcières. Et la chasse aux sorciers, c'est où? Ils sont papes. C'est tout. Donc, ils sont rentrés dans un autre système. Donc, en fait, la spiritualité, l'occulte, a toujours fait partie, toujours, de nos vies, bien sûr. de nos vies, et de nos dirigeants en permanence. On prend en Égypte les scribes, c'était ces jeunes qui étaient formés pour pouvoir guider le pharaon, ces jeunes médiums, qui étaient cherchés, repérés, formés dans des lieux de culte spéciaux, etc. Donc vous, quand vous allez à l'Élysée, vous êtes obligé de vous faufiler par des portes dérobées pour pas que ça se sache? Non. Non. Voilà, j'insiste pas. Alors, non, mais j'insiste pas, et je comprends. Alors, juste un truc, vous parlez, il y a plein de choses, hein, vous parlez de la maladie, vous coupez le feu, se connecter à l'amour, le magnétisme, le réalignement énergétique, la clairolfaction. Aussi. Donc tout ça, évidemment, ce sont c'est votre expérience, bien sûr, et cette expérience que vous proposez à ceux et celles qui ont envie de vous lire et qui ont envie de ressentir ces facultés dont vous parlez. Vous parlez aussi d'un sujet, pour terminer, parce qu'on pourrait évidemment passer des heures, mais sur les forces du mal. Ça, c'est un chapitre intéressant. Et vous dites, le mal n'est pas toujours là où on pense qu'il est. En fait, le mal, pour de vrai, il est nulle part. Parce qu'on ne juge de mal, on juge ce qui est mal, ce qu'on voit de mal. Donc, à partir du moment où on juge quelque chose de mal, on le nomme de mal tout le temps en permanence. J'ai moi, vécu des expériences avec certaines entités. Certains vont dire démoniaques et tout et tout. Mais en fait, quand on arrête de nommer un démon comme étant mal, c'est lui qui a peur de nous à la fin. Parce que le démon, enfin l'énergie, noire, négative. Quand on ne rentre pas dans son jeu, on ne le juge pas, il comprend pas, il n'est rien face à l'énergie de l'amour. Parce que le bien, c'est l'énergie de l'amour. Mais il faut avoir cette faculté d'aller voir le bien en chacun, en tous, et en tout ce qui nous entoure. Alors ça, c'est un éveil spirituel. Ça, je l'ai mis en dernier chapitre. Hein. Ça. Quand vous voyez ce qui se passe dans notre société, on voit des monstres. Ils sont le mal. Et pourtant, vous dites, et cette phrase, elle peut résonner, elle peut heurter les gens, que de dire que derrière ce monstre et la monstruosité de ses actes, il y a quelqu'un de bien. Derrière tout bourreau, il y a une personne qui cherche de l'amour. Un enfant de 5 ans, quand il va prendre un couteau, le pire du pire, hein, et faire ça sur la tapisserie, la serrer à la tapisserie, il cherche quoi pour de vrai? Il cherche de l'écoute, de l'amour et une reconnaissance. Cet enfant de 5 ans, qui en a 40 ou 50 ou 60, c'est pareil. S'il cherche une reconnaissance, il cherche de l'amour. La meilleure chose à faire, c'est « on t'a vu, coucou, on t'a vu, ce que tu fais c'est génial, c'est parfait ». Du coup, ça désarme et la personne se sent complètement bête et elle arrête. Je donne souvent, moi, j'aime bien faire des ateliers, certains stages pour que chacun puisse développer ses facultés psychiques. Et à un moment, il y avait un monsieur qui parlait beaucoup. Mais il parlait par-dessus moi. Et je m'arrête. Tout le monde s'arrête. Et je dis le prénom du monsieur qu'il ne l'aime pas dans la salle. Tout le monde est surpris, personne ne lève la main. Oui. Et moi, je le regarde et je lui dis, moi, je t'aime énormément. Vous l'aimez, vous? Tout le monde dit oui. Je dis, voilà, tu vois, tout le monde t'aime ici, t'es pas obligé de parler. Il a plus parlé. Hein. C'est sûr. Il cherchait une reconnaissance. On l'a vu. On l'a vu, on t'aime, on te considère. Plus besoin de prendre de place. Le bourreau est une victime qui dit moi, regardez, je suis le plus fort, je suis le plus puissant, je veux une reconnaissance, je veux montrer que je suis le roi du monde. Je pense à votre maman à cet instant qui vous a incité à faire des études de psy. En fait, vous n'en avez pas besoin. Non, parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai vu des psys, hein, jusqu'à mes 16 ans. À la fin, c'est moi qui devenais le psy du psy. C'est ce que j'avais dit.
Je rentrais dans sa propre C'est ce que j'allais vie dire. et je posais les questions inverses et il me disait bon bah là je peux plus rien pour vous. Je dis bon d'accord. Après je suis passé sur les psychologues spécialisés effectivement dans les hauts potentiels intellectuels. Mais là c'est pareil. Enfin il me dit bon. Et parce qu'en fait on passe dans une autre dimension là. On passe dans une dimension pour que la Terre aille bien. C'est ce que je dis dans mon bouquin, dans mon livre. Je dis mon bouquin parce que c'est ce côté jeune. Dans mon livre, c'est que l'amour est au centre de tout. À partir du moment où on accepte l'autre comme étant une forme d'amour, qui, sans le nommer de bourreau, si un bourreau et si on le nomme de bourreau, en fait c'est nous on tombe victime, au final c'est nous qui sommes pas dans le juste. C'est qu'est-ce que cette victime a besoin d'entendre en permanence. Hier j'avais une dame qui était contrariée parce que sa voisine l'a harcelée. Et on dit ok, bon ben votre voisine est une victime, qu'est-ce qu'elle a besoin dans sa vie? D'être vue, d'être reconnue. Et on a switché complètement le sens, et du coup maintenant on la voit comme une victime, et ça change tout. Vous voyez? Et ça c'est le rapport à l'homme. C'est pour ça que, bon, ça passe par différentes facultés psychiques, ou pas, mais c'est pour avoir cette notion, je pense, effectivement d'amour, bah, il faut être aussi dans notre plan. Ouais, je crois aussi. Hein. Je crois aussi parce que même si on entend et on comprend ce que vous dites et votre philosophie de vie, votre approche de l'humain, sur ce plan terrestre-là, je pense qu'il faut être connecté ailleurs pour arriver à avoir cette faculté-là et surtout à 23 ans. Donc, bravo. Non, c'est bien, et c'est formidable. Dernier truc, parce que je voulais vraiment vous interroger là-dessus, rapidos. J'ai trouvé ça sur les énergies des lieux. Mmh. À chaque fois que je reçois quelqu'un comme vous, alors évidemment il n'y en a pas beaucoup, mais des gens en tout cas qui ont votre niveau et vos facultés, mais quand vous rentrez dans une pièce, vous ressentez les choses. Oui. Quand vous rentrez dans ce studio, que ressentez-vous? Quand je rentre dans ce studio, alors déjà il y a plein de dimensions. Alors il se trouve votre énergie à vous, hein. C'est-à-dire cette envie d'élever, parce que vous avez quand même une envie de vouloir élever les gens vers une autre dimension et quelque chose de plus subtil, cette quête vers une spiritualité. Et c'est comme si au fond de vous c'est pareil, parce que depuis tout petit vous avez conscience que certaines choses existent, et il y a ce truc de petit garçon qui veut prouver aussi que ça existe et que ça marche et que ça fonctionne. Vous voyez? Donc il y a ça là-dedans, on se croirait un peu dans cette caverne d'Ali Baba. C'est vrai. C'est un peu chargé, hein, c'est un peu chargé. C'est chargé de différents bouquins. J'en conviens. Et de différentes figurines. Ouais. Qui ne sont pas de votre génération, hein, je suis désolé. Si, à part Harry Potter, mais tout le reste, c'est pas vous. Hein. Ouais, j'aime beaucoup moi le Jedi. Ah oui. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup. C'est une autre dimension d'ailleurs que vous connaissez d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et donc les énergies des lieux, tout lieu vibre en fonction de ce qu'on émet à l'intérieur. Voilà, l'énergie des lieux change en fonction de ce qu'on y vit, de ce qu'on en fait, et de comment on considère le lieu. Si on considère le lieu comme une personne, on le sublime, comme une énergie à part entière, on le sublime et on lui donne un taux vibratoire qui est le sien, qui est propre. On le respecte. Un lieu, ça se respecte. C'est pour ça que, bon, moi, comme diraient les habits, je fais ménage tout le temps, chez moi c'est beau, tout est clean et tout est carré. Mais parce que le lieu, c'est sacré. Mon lieu, c'est mon temple. C'est comme dans une église. Dans une église, c'est aligné. C'est beau. Vous voyez? Bah, c'est ça un lieu. Un lieu, il faut que ça soit respecté d'ordre du sacré. Et quand on y amène cette dimension du sacré, le lieu va vibrer cette énergie du sacré et on va s'y sentir bien. Il n'y a pas de lieu bien ou mal. Alors certains vont dire, il y a des lieux... encore une fois, je l'explique cette thématique dans mon livre et j'ai eu cette thématique la semaine dernière. Une dame rentre dans mon cabinet. Elle, je développe ses facultés psychiques et elle en a peur et donc du coup, je lui permets de développer ses dons. Tu vois qu'elle n'en ait pas peur. Elle rentre dans mon bureau et elle me dit « Oh là là, c'est noir, je me sens pas bien, je me sens oppressée. » Parce qu'avec elle, j'étais sur une autre fréquence, je faisais autre chose. J'ai baissé le taux vibratoire. Ça va mieux? Et elle me dit « Ah oui, ça va mieux. » Le taux vibratoire n'était tout simplement pas adapté à elle. Et ici? Ici, est-ce qu'il est adapté à qui? À vous? Je sais pas. Est-ce qu'il est adapté à vous? En fait, là, le taux vibratoire, il est monté parce que comme j'y suis, il est adapté à ma vibration, vous voyez? Et il est adapté à ma vibration. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Mais super. Il y a certaines personnes, quand elles rentrent chez moi, elles ont mal à la tête.
Bah, parce que c'est vrai, comme je canalise. Bah oui. Bah, vous savez, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure en loge. Il y a certaines personnes qui disent, mais quand on est en contact de certains médiums, on a l'impression que nos dons se développent aussi. Bah, c'est ça. C'est le lieu réagit en fonction de ce qu'on aimait, Bon, après là, dans les énergies des lieux, j'explique plein de choses. Hein. Oui, bien sûr. Tout ce qu'il y a, les êtres invisibles dans les lieux, les mémoires des lieux, le passé, c'est sans fin. Mais j'adore. Moi, je pourrais parler des heures avec vous ici sur une émission entière d'une journée. Hein. Mais programmons ça avec grand plaisir. Et ce qui serait formidable, c'est d'en faire une en direct et d'interagir avec les gens pour que les gens puissent vous poser des questions en direct. Parce que les gens sont très très friands de ce genre de choses. Et ils ont besoin d'avoir des réponses aux questions. J'ai sans doute oublié des centaines de questions, parce qu'il y a d'abord dans votre livre, il y a tellement d'autres choses sur lesquelles vous revenez, et vous le dites à votre façon, avec votre énergie, avec votre personnalité, avec votre maturité. Encore une fois, moi, c'est sans doute le mot que je retiens de cet entretien. C'est la maturité que vous pouvez avoir. Je suis assez... À 23 ans, j'étais pas du tout dans ce délire. Ah bon? Mais carrément pas du tout. 23 piges, j'étais dans le milieu de la radio et dans de ces désirs absolus de vouloir faire ça, mais j'avais pas cette vision du monde. Et je pense que c'est parce que vous avez cette connexion à des plans supérieurs que, effectivement, vous devez, quand vous redescendez sur ce plan terrestre-là, voir les choses d'une manière avec un peu plus de hauteur, quoi. C'est ça, mais surtout que je réalise pas du tout l'âge que j'ai. Mais en fait, pour moi, l'âge, c'est une virgule. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment pas notion quand j'aurai 24, 25, 26, 27. Bon, voilà, pour moi, c'est... Ça vous paraît loin? Oui, mais c'est une évolution. Ouais. Mais je pense qu'à 80 ans, je serai pareil au final. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Si je suis mort? Non, maintenant. Maintenant, ici? Ouais. Après cet entretien, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous, qu'ils retiennent de vous, et avec la sincérité avec laquelle vous avez répondu aux questions? Alors, le désir leur appartient, parce qu'ils vont me voir avec leur spectre et leur vision, la leur. Mais moi, surtout, ce que j'ai envie de transmettre dans cette interview et dans toutes mes interviews, c'est la première chose à faire, c'est n'ayez pas peur de vos dons, n'ayez pas peur de votre différence, n'ayez pas peur de vos facultés psychiques, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, et n'ayez pas peur de la vie et du monde. Le monde, on le change en fonction de nos actes, de nos envies, et dans ce qu'on veut en faire. D'accord ? Moi, personnellement, je pense à un monde génial, super. Moi, le monde de demain, il n'est pas du tout noir et pessimiste. Hein. Je vois un monde génial. Mais je suis dans ma voie. Ben, je vais vous dire limite, rejoignez-moi et rêvons en fait. Mais le fameux rêve d'un monde parfait va créer un égrégore et un système où ceux qui ne le veulent pas seront obligés de s'adapter à ce monde-là. Vous voyez ? Vaut mieux qu'on crée le rêve qu'on veut, le monde qu'on souhaite, au lieu de vouloir aller nourrir un monde dans des vibrations inverses, de dualité, de manque, de conflit. Ça, c'est l'ancien monde. Et d'ailleurs, on le voit, ceux qui régissent ce système-là, bah, ils sont vieux. Hein. Power. Mais c'est vrai. Mais bien sûr, non, mais bien sûr, mais c'est tellement vrai, Oui. Après, il faut voir à quel degré on met la vieillesse. Non, mais c'est-à-dire qu'ils sont au-delà. Oui, c'est ça. Voilà, Aux éditions Fayard, lisez ce livre et gardez bien ce nom en tête, Mathias Barthès. Alors évidemment, si vous voulez prendre rendez-vous avec Mathias, on vous mettra tous les liens en dessous de cette vidéo, mais prenez votre mal en patience parce que visiblement il y a embouteillage. C'est un peu long, ouais. Bon, sauf si vous êtes VIP. Oui, mais après, bon, j'aime bien faire des conférences. Mais c'est sûr que c'est long. Alors, il y a certaines personnes qui me disent, bah, si on avait su, on aurait pris rendez-vous avant. Mais c'est vrai que l'aspect médiatique, Oui, bien sûr. bah, ça fait exploser. Je suis victime du succès médiatique aussi, mais que vous avez toujours voulu. ouais, qui a toujours été là, ouais. Parce que certaines personnes me disent, mais en fait, toi, dans ta tête, t'as toujours été ce que tu es déjà, donc voilà. Merci de votre sincérité, Mathias, en tout cas. Merci à vous. Merci infiniment. Et on se retrouve. Alors, vous allez commenter, ça, je le sais. Partager, je l'espère. Et dites-nous qu'on vous lise dans les commentaires bienveillants ce que vous avez pensé de cet entretien et de cet échange. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut!